C'est quoi le statut du scientifique par rapport à ce qu'il va développer et sa responsabilité? Est-ce que la découverte scientifique est à ajouter au pot commun, au sort de l'ensemble de l'humanité, avec finalement le scientifique qui a le droit d'y participer comme n'importe quel citoyen, dépassé par les découvertes qu'il a faites, qui appartiennent au monde et à la société et pas à lui? Ou est-ce que le scientifique a une implication, un droit de s'organiser là-dedans et de donner son avis et de parler lui-même des choix qui vont être à faire? Les deux attitudes, celle du scientifique qui s'occupe de sa découverte scientifique et laisse ensuite l'échelon politique et social décider du sort de ses inventions, ou celle du scientifique qui est impliqué jusqu'au bout dans le suivi de ses découvertes et de ses projets, ces deux attitudes ne sont pas moralement meilleures l'une que l'autre. Ce sont deux choix différents de la vision du scientifique. Et c'est un débat indémêlable de savoir si le scientifique a son mot à dire et a sa responsabilité dans l'histoire, dans les usages qui en sont faits. Le fait que la science en elle-même soit ambivalente, la technologie en elle-même ambivalente, c'est un débat qui est tranché. Oui, c'est ambivalent. N'importe quelle évolution technologique importante peut être utilisée pour faire le bien ou le mal. Et ce n'est pas la technologie en soi qui est bonne ou mauvaise. La vraie question difficile, c'est celle que nous, citoyens, et nous, scientifiques, c'est le rôle qu'on doit adopter par rapport à ça et la place qu'on doit prendre. Scientifique engagé ou scientifique détaché, indépendant ou impliqué. On peut aussi dire finalement, c'est ça après tout, l'éthique. On sait bien et on dit bien que l'éthique c'est différent de la morale, parce que la morale c'est une règle qui s'impose à tous et qui est donnée par la société, qui vient de l'extérieur. L'éthique, c'est quand vous avez une situation devant laquelle on ne peut pas dire que tel raisonnement soit meilleur que tel autre. Il y a un problème d'un côté, un problème de l'autre, et c'est à vous de donner votre solution face à ce questionnement et trouver ce qui correspond à vos valeurs là-dedans. Et ici, avec les sciences, on est à fond dans un problème d'éthique, dans lequel, si on est honnête avec soi-même, on tient compte de tout et on cherche à trouver la meilleure approche. Mais le débat de la mise en œuvre de l'éthique scientifique, il se pose pour toutes les technologies. Que ce soit de la physique dure, comme celle de la bombe atomique, que ce soit les technologies de la biologie, que ce soit les technologies de l'information. Et au fur et à mesure qu'après la Seconde Guerre mondiale, se développe dans tous les pays occidentaux et plus tard dans les pays orientaux, se développent des stratégies de planification de la recherche scientifique. En même temps, on va voir apparaître ces questions d'éthique scientifique comme des enjeux qu'il faut laisser aux chercheurs, en effet, mais aussi organiser. Et au-delà de l'éthique, il y a aussi des questions de morale scientifique, des questions d'intégrité scientifique qui vont se poser de plus en plus, avec une double direction. D'un côté, on veut que les scientifiques, les ingénieurs soient bien au courant des problèmes de la société, qu'ils puissent faire leur choix aussi en connaissance de cause. Vous avez le droit de dire « mon option philosophique, c'est de m'impliquer dans la société, parler de la technologie, faire en sorte qu'elle soit bien utilisée ». Vous pouvez aussi dire « mon option philosophique, c'est de dire voilà, je travaille pour le bien commun, je fais mes découvertes et je laisse les autres décider ». Mais vous n'avez pas le droit de dire une fois que le truc est arrivé, « Ah, je ne savais pas, mince, j'étais pas au courant, j'avais pas conscience ». Il faut être informé en tant que scientifique de ce qui peut se passer de bien ou de mal. Il faut avoir les options. Et ça, c'est le débat du scientifique bien informé dans son interaction à la société. Et il y a un autre débat qui est celui des pratiques de la société des scientifiques. Tout au cours du XXe siècle, la science s'organise, se développe avec des grandes agences, avec une explosion exponentielle des publications scientifiques, avec la mise en œuvre de congrès scientifiques internationaux partout. Et ça devient une véritable industrie, alors qu'avant, c'était un artisanat. Industrie organisée par les pays, en particulier parce qu'ils se sont dit, les États-Unis mais aussi les autres, ah ben, sang,
la guerre, on l'a gagnée par la technologie, c'est que donc c'est un enjeu vital qu'il faut organiser. Organisé dans le domaine scientifique, et le programme scientifique américain est devenu un programme phénoménal, organisé du côté de la défense, et le budget de la défense américaine est devenu quelque chose de juste phénoménal. Pour info, c'est en gros la somme, si vous faites le classement de tous les pays par budget de défense, États-Unis numéro 1, en gros, c'est la somme des 10 pays suivants, des 10 budgets des pays suivants dans la liste. Et très clairement, c'est là-dedans, le projet Manhattan, c'était le projet le plus coûteux de l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, quand les Allemands apprennent la somme que ça a coûté, ils ne peuvent même pas y croire. Ils disent, mais à quoi ils ont pu employer tout cet argent phénoménal? Et c'était un peu, si on veut, emblématique du fait qu'allaient venir plus tard ces projets gigantesques, préfigurant l'époque actuelle où les enjeux scientifiques, par exemple, on y reviendra à travers l'intelligence artificielle, sont des enjeux dans lesquels les pays qui veulent compter se demandent combien de milliards on est prêt à mettre sur la table pour faire l'interface entre science, développement, société. Et donc, dans ce contexte, il y a un autre enjeu qui vient, qui auparavant était beaucoup moins important, qui est comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas des pratiques qui soient scientifiquement malhonnêtes ou scientifiquement répréhensibles au sein de la communauté scientifique. Par exemple, plagiat, fausses informations, usurpation de propriété intellectuelle, etc., etc. Et toutes ces questions qui font partie aussi de l'intégrité scientifique, quelle bonne pratique on a, elles se retrouvent aussi au cœur des enjeux des politiques publiques à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Quand on s'interroge là-dedans, on va parler du dilemme, on va parler aussi d'identification. Quels sont les problèmes qui peuvent se poser? Premièrement, si votre science est mal organisée, vous allez avoir des mauvaises informations, vous allez avoir des résultats qui sont faussés, ça peut vous coûter littéralement des milliards. Vous pouvez avoir des défauts de production dans la sécurité, dans la mise en œuvre, une faute dans votre réalisation technologique, ça peut aussi vous coûter des milliards. Et vous allez avoir, par rapport à la façon de répondre à ça, aussi bien du point de vue scientifique que du point de vue technologique, un dilemme qui se pose en termes d'organisation générale, qui est quand on découvre qu'il y a brebis galeuses, qu'il y a mauvaise pratique, est-ce qu'on étouffe ça pour ne pas ternir l'image du domaine, ou est-ce qu'on le pose sur la place publique pour montrer que c'est un problème qui existe et qu'on aborde avec transparence? Ce débat, il se retrouve encore de nos jours dans un paquet d'affaires à travers le monde. Et il vient avec de grands programmes de détection, de répression des fraudes scientifiques et d'éducation aux bonnes pratiques des étudiants et des experts. Il vient parfois avec développement de chartes, des programmes de sensibilisation. Il vient dans un contexte délicat où la science, de plus en plus complexe, est aussi de moins en moins reproductible. On apprend à l'école que ce qui caractérise la science, une des choses qui caractérise la science, c'est la reproductibilité. Même condition, même résultat, et la science qui est publiée permet à d'autres équipes de refaire les expériences pour vérifier. Ça, c'est la théorie. En pratique, on a des taux de reproductibilité dans la science publique qui sont de plus en plus bas, biologie, sciences sociales, parfois des taux inférieurs à 50% dans certaines branches, parfois juste 40% de la recherche publiée qu'on arrive à reproduire, jetant un doute grave sur la confiance qu'on peut avoir là-dedans. Une des avancées importantes qu'il y a eu là-dedans, au cours des dernières décennies, des dernières années, c'est la mise en place de systèmes de référents, intégrité scientifique, un peu partout dans les grandes agences, grandes institutions et dans les universités, s'occupant aussi bien de sensibiliser les chercheurs aux enjeux technologiques et scientifiques par rapport à la société, valorisation, espionnage, etc., que par rapport aux bonnes pratiques.
en termes de plagiat, en termes d'honnêteté de la publication, et ainsi de suite. Et puis, la mise en place de comités. Il y a un comité déjà un peu ancien, très actif encore aujourd'hui en France, qui s'occupe précisément de questions d'éthique scientifique à l'interface entre biologie et société, c'est le comité d'éthique, qui était à la manœuvre récemment pour la consultation dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, et qui se porte toutes sortes de questions sur les expérimentations humaines, transplantation d'organes et ainsi de suite. Il y a un autre comité qui vient d'être créé, et dont la plupart d'entre vous n'ont pas forcément conscience, qui s'appelle l'Office français d'intégrité scientifique, et qui est directement issu de la volonté de gérer toutes ces questions d'éthique scientifique au meilleur niveau. Et si on peut dire aussi, dans ce panorama du domaine, c'est intéressant de voir le tout venant, d'avoir des statistiques sur la reproductibilité, les plagiats, tout ce que vous voulez. C'est intéressant aussi de travailler sur les crises, les événements très médiatisés qui sont emblématiques et très instructifs. D'autres exemples qu'on a eus qui sont pleins d'enseignements, ça a été bien sûr la grande crise financière de 2008, avec le rôle qu'ont pu jouer l'application aveugle de certaines formules mathématiques bien commodes, qui a fait dire à l'un des hommes politiques français les plus importants des dernières décennies et les plus respectés, Michel Rocard, de façon très provocante, que les mathématiciens qui avaient travaillé sur le sujet étaient rien moins que des criminels contre l'humanité. Évidemment, la parole était extrêmement forte, mais là aussi, on voyait, à travers cette crise, le besoin d'être bien conscient de la façon dont on fait l'interface entre problèmes scientifiques théoriques et la façon dont on le met en œuvre. Et puis, parmi les fraudes scientifiques récentes, il y a eu tout plein, mais il y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a eu un scandale de fraude scientifique au Japon qui a amené littéralement au suicide d'un des chercheurs en biologie les plus respectés du Riken Institute, entraîné dans un scandale de falsification de résultats dont il n'était même pas lui-même responsable. Il s'agissait de quelqu'un dans son équipe, extrêmement violent, et qui montre à quel point, dans un contexte exacerbé de demande de résultats, les gens en arrivent à prendre des risques ou font des écarts par rapport aux bonnes pratiques. Il y a des ouvrages passionnants sur le sujet. Je vous en recommande juste deux. L'un qui a quelque temps déjà, qui aurait besoin d'un petit coup de rafraîchissement, mais qui est toujours intéressant, qui s'appelle La souris truquée. Peut-être certains d'entre vous ont vu passer ça, qui faisait allusion à un épisode incroyable dans lequel, de fil en aiguille, une équipe de chercheurs, une scientifique en était venue à peindre des taches sur une souris pour faire croire qu'elle avait effectivement réagi, qu'il y avait eu un succès de l'expérience biogénétique qui avait eu lieu sur la souris. Et puis un autre qui est du journaliste scientifique Michel de Pracontal, L'imposture scientifique en 10 leçons. Et dans lequel de Pracontal parfois prend un regard très objectif, parfois s'engage un peu plus avec ses convictions personnelles, et qui est un regard très intéressant sur ces sujets. Ça, c'est le paysage tel qu'on pouvait le dessiner tout récemment encore, et c'est un paysage qui est en train d'être bouleversé et enrichi aussi par l'arrivée à grande vitesse du grand héros du buzz moderne technologico-scientifique, intelligence artificielle, venant avec un nouveau regard sur les responsabilités entre le scientifique et la société, venant avec de nouveaux enjeux sur les pratiques scientifiques, et venant aussi dans un contexte extrêmement exacerbé de tensions entre sphère économique, sphère politique, sphère scientifique, sphère sociale. Comme on vous l'a dit dans la présentation, j'ai eu l'honneur d'être mandaté pour un rapport au gouvernement sur le thème de l'intelligence artificielle, et ces questions d'éthique et de conscience étaient l'un des axes majeurs dans le rapport, et selon plusieurs directions. Alors, je vais commencer par vous faire quelques rappels très rapides
sur l'intelligence artificielle. Comment on peut la définir, comment on peut la caractériser? Quelques idées qu'il est bon de combattre. Premièrement, ce n'est pas un sujet nouveau. L'intelligence artificielle, ça démarre dans les années 50. Le terme lui-même est inventé en 1956, juste 2 ans après la mort d'Alan Turing, qui est considéré un peu comme le père fondateur du domaine. Ensuite, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui s'est avéré comme une montée irrésistible d'une technologie. C'est venu avec des hauts et des bas, et il y avait un passé pas si lointain où, quand vous disiez que vous travailliez sur l'intelligence artificielle, on vous rangeait dans la catégorie des doux rêveurs improductifs, y compris parmi les scientifiques. Et d'ailleurs, ils ne disaient pas qu'ils travaillaient sur l'intelligence artificielle. Ils préféraient dire qu'ils travaillaient sur de l'apprentissage automatique ou sur de l'optimisation ou sur de l'ontologie automatisée ou sur ce qu'on veut, mais ils évitaient ces termes qui étaient devenus extrêmement ringards. Et puis, les choses ont changé, la dynamique a été bouleversée. Les politiques qui, il y a encore quelques années, se disaient laissons-leur quelques euros pour faire leurs expériences tranquillement, maintenant se demandent quel est le bon moyen de mettre quelques milliards sur le sujet. Et l'affichent dans toutes leurs déclarations de politique internationale. Du côté des théoriciens aussi, ça a été un choc au niveau des technologies. Il y a même pas 10 ans, vous interrogiez les meilleurs informaticiens théoriciens en France et dans le monde sur les réseaux de neurones et ils vous répondaient quasi unanimement les réseaux de neurones, c'est simple, ça ne marche pas. On a essayé, ça donne des résultats médiocres, il vaut beaucoup mieux travailler sur tel et tel truc. Maintenant, vous lisez les journaux, les réseaux de neurones, sous le nom de code sexy apprentissage profond, c'est la technologie d'intelligence artificielle la plus en vogue, celle qui s'est avérée la plus efficace dans bien des problèmes, celle qui est utilisée dans les logiciels de traduction les plus avancés, et ainsi de suite. Et les promoteurs des réseaux de neurones profonds, comme on dit, les Yann LeCun, Yoshua Bengio, qui pendant des années étaient considérés comme sur une voie de garage, sont devenus les superstars du domaine. Donc, pas du tout irrésistible, mais au contraire plein d'imprévus et actuellement dans une vague. Troisième chose sur laquelle il faut insister, c'est que l'intelligence artificielle certes, mais pas intelligent. Au début, l'objectif des pères fondateurs, c'était reproduisons les mécanismes de l'intelligence humaine à travers une programmation informatique qui nous permettra de comprendre le mécanisme de compréhension, qui nous permettra de comprendre la façon dont nous fonctionnons. Et puis, ça s'est avéré être un but extraordinairement difficile. En revanche, ce qui s'est avéré beaucoup plus facile qu'on ne pensait, c'est celui d'effectuer les tâches. Et on découvre que finalement, il y a plein de tâches pour lesquelles on croyait qu'il fallait être intelligent, qui ne demandent aucune intelligence. Et même des choses qui étaient considérées comme des emblèmes de l'intelligence humaine, partie d'échecs par exemple, on se dit un grand joueur d'échecs, ça c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. On a découvert que des algorithmes bourrins, stupides, arrivent à écrabouiller les meilleurs humains en la matière. Mes chers amis, ça a été une humiliation. On s'est rabattu sur le jeu de Go en disant là c'est vraiment le truc pour les experts, il n'y a pas de théorie pour le jeu, même les meilleurs joueurs de Go du monde, ils n'arrivent pas à expliquer ce qui fait leur force et leur stratégie, et patatras. Arrivent les algorithmes de jeu de Go, le projet AlphaGo, grand projet, remarquable, extrêmement intéressant, qui a écrabouillé les humains à plat de couture. Alors c'était 9-1, le score de la grande partie hyper médiatisée. C'était la première version du public du logiciel. Quand la deuxième version est arrivée, elle écrabouillait la première version. Donc si on le refaisait maintenant, ce ne serait pas une 9-1, ça serait du 100-0. Et derrière, une prise de conscience qui a été dure, qui a été finalement, on arrive à faire des machines qui sont extraordinairement bonnes dans ce genre de domaine qu'on croyait réservé à l'intelligence. Et qui pourtant travaillent de façon avant tout, non pas par la compréhension des ressorts de la stratégie. Vous demandez à la machine après coup, qu'est-ce qui a fait que la stratégie en Go là est meilleure ? Elle n'est pas capable de vous répondre. C'est toute une direction de recherche justement d'arriver a posteriori à extraire de la performance de la machine des enseignements sur les causes, une direction passionnante. Mais a contrario, et je vais insister là-dessus, des choses qui nous semblaient
vraiment basique, conduire sa voiture. Hein. Tout le monde a son permis de conduire, ou presque. Et on pourrait se dire, ok, ouais, on conduit, c'est automatique et tout ça et tout. On ne sait toujours pas les faire avec de l'automatisme. On s'est rendu compte qu'il y a certaines des étapes qui sont une complexité énorme. La palme revenant à l'insertion dans une file à partir d'une bretelle d'autoroute, qui s'avère être un problème d'une complexité terrifiante. Donc on en est là, grande constatation. Premièrement, il y a plein de problèmes qu'on peut résoudre même en étant crétin, alors qu'on croyait que c'était réservé à l'intelligence. Et deuxièmement, c'est très dur de prédire quelles sont les tâches qu'on va réussir à faire et celles qu'on ne va pas réussir à faire avec ces méthodes. Des méthodes qui sont basées pour beaucoup sur l'exemple, avec le grand enjeu qui arrive maintenant, où sont les données qui permettront de calibrer et de développer les bons algorithmes, les bonnes pratiques. Aujourd'hui, dans un contexte, disons, développement industriel, pour avoir une école d'intelligence artificielle performante, il vous faut juste 3 ingrédients, des ingénieurs et des scientifiques compétents. Les meilleurs s'arrachent à prix d'or actuellement à des salaires qu'on n'a jamais vus par le passé pour des scientifiques. Deuxième ingrédient, du matériel de calcul, hyper rapide, grand stockage et tout ça. Troisième ingrédient, des grands jeux de données qui vous permettront de faire du calibrage et des exemples. Et en particulier pour les situations dans lesquelles on n'est pas capable de reproduire par simulation ce qui se passe dans la nature. Le jeu de Go, par exemple, c'est un sujet sur lequel vous n'avez pas forcément besoin de données, parce que configuration de jeu de Go, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire, c'est assez simple. Vous avez un quadrillage, des galets blancs, des galets noirs, vous pouvez refaire ça dans votre ordinateur et faire plein d'essais. En revanche, un cancer de la peau, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir modéliser de façon simple. Et dans les logiciels actuels qui font des détections de cancer de la peau, aujourd'hui déjà légèrement supérieures à ce que font les meilleurs experts humains, ça ne repose pas du tout sur des essais et des simulations. Ça repose sur l'acquisition d'un très grand nombre d'exemples de cancers et de choses qui sont des tâches sans être des cancers. Et je vous disais complètement crétin, ben oui, le programme qui vous résout ça, il ne sait pas ce que c'est qu'un cancer, il ne sait même pas ce que c'est qu'un humain, il n'a même pas la connaissance en termes de représentation du monde d'un bébé. Mais il est capable de distinguer mieux que n'importe quel spécialiste. Ah mais ça, c'est extrêmement proche de ça. Si vous voulez, c'est du niveau du réflexe. Et souvent on dit que l'intelligence, c'est quand on commence à réussir à aller au-delà du réflexe et juste de l'expérience, mais qu'on réfléchit, qu'on se pose des questions. Pour l'instant, presque tout ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est pas aller à ce stade. Ça reste du réflexe, ça reste juste de l'expérience. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, il y a un côté dédramatisation, mais il y a aussi des gros enjeux éthiques qui se posent tout de suite. Si c'est assez simple et assez bête, peut-être que les risques de l'utiliser mal sont encore plus grands. On voit aussi qu'il y a des risques de concentration et d'accaparation du développement de ce genre de choses. Je vous disais 3 ingrédients. On est très inégaux, les différentes nations et différentes sociétés, par rapport à la mise en œuvre de ces 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est les chercheurs. Aujourd'hui, dans le laboratoire dans la succursale parisienne, disons, du laboratoire d'un grand acteur américain comme un Google, un Facebook, un Amazon ou ce que vous voulez, on pourra vous payer 5 fois, 10 fois votre salaire de chercheur d'un grand institut public comme le CNRS ou INRIA, et avec la promesse en plus de pouvoir toujours rester dans votre cadre de vie parisien, disons, que vous aimez tant. Deuxième ingrédient, les infrastructures de calcul. On estime qu'il y a un retard d'investissement entre l'Europe et les États-Unis qui se compte en dizaines de milliards de dollars en la matière. Troisième ingrédient, les jeux de données. Pas besoin de vous faire un dessin pour savoir que les plus grands jeux de données du monde, ils sont dans les grandes plateformes américaines et maintenant chinoises de communautés d'utilisateurs personnels et ainsi de suite. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la bataille des données soit perdue, loin de là, parce qu'un énorme enjeu arrive maintenant qui est la bataille pour les données professionnelles, les données techniques, les données industrielles, les données de santé, les données de transport, tout ce que vous voulez, est l'un des enjeux majeurs
pour faire en sorte justement, et on est à fond dans un débat société et sciences et technologie, que ce développement de données se fasse pour le bien public et pas pour les intérêts privés, il se fasse d'une façon dont on puisse contrôler la mise en œuvre et pas se laisser éventuellement balader. Ça, c'est pour le contexte de l'intelligence artificielle et par rapport aux dangers de la technologie, comme je vous le disais. D'abord, si vous avez bien compris que les logiciels sont crétins, le risque de l'imaginer un jour se rébeller contre l'humanité, il est pour l'instant nul. C'est juste un scénario de science-fiction qui pourrait se produire dans un futur très lointain, mais bien avant ça, on a bien d'autres dangers beaucoup plus pressants, qui sont des dangers tels que manipulation, mauvaise utilisation, développement pour des fins qui sont pas éthiques, et toutes ces choses-là se sont déjà produites. En particulier, on a un laboratoire remarquable avec les États-Unis, et qui a été dénoncé aussi avec le plus de force aux États-Unis, par des auteurs comme la superstar du domaine Cathy O'Neil, avec son best-seller Weapons of Mass Destruction, qui va bientôt être traduit en français, et qui dit, voilà, sous-titre, comment l'intelligence artificielle et le big data détruit la démocratie ou quelque chose comme ça. Et vous montrant exemple après exemple comment telle utilisation de l'intelligence artificielle a abouti à une régression en termes sociaux ou en termes de progrès. Par exemple, à des manipulations pour inciter avec des publicités ciblées et trafiquées exactement en fonction de la personnalité des récipiendaires pour inciter à la consommation inutile. Ou par exemple, comment des logiciels d'évaluation mal calibrés dans le domaine de l'éducation ont abouti à licencier des professeurs compétents et à en promouvoir des incompétents. Ou comment certaines entreprises, avec un contrôle, l'optimisation des horaires de leurs employés, ont mis en œuvre des procédés qui s'avèrent extrêmement durs pour les employés en termes de la façon d'organiser leur vie, etc., etc. Et à travers des exemples comme cela, on voit toutes sortes de pièges à éviter et qui vont être extrêmement importants. J'étais en charge, bien sûr, du rapport sur l'intelligence artificielle et aussi de sa mise en scène pour le rendu, et j'ai insisté pour que Cathy O'Neil fasse partie des auteurs qui soient invités à s'exprimer sur scène lors du colloque qui accompagnait la remise, et qu'elle rencontre aussi, qu'elle fasse partie de ceux qui ont pu rencontrer le président et discuter en direct avec lui de où sont les écueils, où sont les dangers. Et avec l'idée que, comme pour le débat que j'évoquais tout à l'heure, il ne faut pas cacher les problèmes sous le tapis en disant tout va bien se passer. Il faut dire, regardez, voici les dangers, voici les difficultés et voici ce que nous allons mettre en œuvre pour éviter que les dangers se produisent et pour faire en sorte que ça se fasse au service du bien public. Dans le cadre du système national et continental, puisque c'est un enjeu européen en particulier, ça va passer par, premièrement, la mise en œuvre de comités éthiques indépendants, avec possibilité d'être consultés soit par les gouvernements, soit par la population sur les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Ça va passer ensuite par un contexte législatif protecteur. Le contexte européen est déjà maintenant le plus protecteur du monde, en particulier avec le règlement général de protection des données, entré en vigueur récemment, qui vous permet d'éviter d'être profilé à votre insu, d'avoir des cookies inquisiteurs qui vous pistent, qui décident quelle est la publicité qui vont amener, et ainsi de suite. Qui vous évite d'être manipulé sans que vous le sachiez, ou qui soumettent les entreprises qui feraient ça à la possibilité d'amendes considérables. Parce que le genre d'enjeu, aujourd'hui, c'est que par exemple, un Facebook est capable techniquement d'influencer de façon significative n'importe quelle élection dans le monde, sauf en Chine ou dans quelques autres pays qui sont complètement séparés de ça. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, je pense aucunement qu'ils aient l'intention de le faire. Mais techniquement, ils en ont la possibilité. Tellement est grande la possibilité de détecter, là encore, avec des techniques qui sont crétines mais très efficaces, le genre de personnalité que vous avez par rapport aux besoins de la publicité, s'il vaut mieux vous effrayer ou vous cajoler, s'il vaut mieux vous mettre en confiance ou en peur, et ainsi de suite.
Et les réglementations font partie de l'arsenal qui permettra de se protéger. Troisième chose dont nous avons besoin pour nous protéger, c'est de la compétence scientifique et technologique. Vous avez beau mettre toutes les règles du monde, si vous n'avez pas de l'expertise pointue, ça ne servira à rien. Il faut des institutions qui soient capables de détecter ce qui ne va pas, de réparer, d'attaquer, et ainsi de suite. Nous avons, par rapport aux besoins, en France, un déficit important en termes d'ingénieurs compétents, en termes de scientifiques qui travaillent sur le sujet, et ça fait partie des objectifs aussi de considérablement augmenter pour le futur le nombre de personnes qui vont se lancer dans ces carrières, pour lesquelles il y a des débouchés considérables. Ce n'est pas seulement pour une question de performance, c'est aussi pour une question de protection et de valeur. Et si on n'est pas expert, on se fait avoir. Ensuite, l'autre chose qu'il va falloir bien mettre en place, et qui sera un enjeu considérable et difficile, ce sont les bonnes plateformes de données à usage public sur les différents secteurs. L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui se sectorialise assez fortement. La discussion des données pour les transports, par exemple, ne sera pas la même que pour la santé, ne sera pas la même que pour le droit, et ainsi de suite. Il y a besoin en la matière d'expérimentation, il y a besoin de bons partenariats entre puissance publique et puissance privée. La puissance publique sera la seule à pouvoir convaincre les acteurs de mettre ensemble leurs données dans une démarche de partage qui sera indispensable à l'efficacité. En revanche, la puissance publique, ce n'est pas un scoop, est d'habitude très mauvaise pour développer des solutions innovantes. Il y a eu un temps, l'époque des grands projets gaulliens, où ça fonctionnait bien. On a changé d'époque. Aujourd'hui, l'environnement et l'évolution scientifique et technologique est beaucoup plus internationale, beaucoup plus mouvante, beaucoup plus fluctuante. Les acteurs privés, et souvent les petits acteurs privés agiles, sont beaucoup plus efficaces pour trouver des solutions innovantes. Il va s'agir qu'ils puissent avoir accès, sous certaines conditions qui seront déterminées, à ces données publiques, en faisant en sorte, là aussi, de trier entre les projets qui sont dangereux et les projets qui seront des progrès. Et des progrès, il y en aura, ils seront considérables. D'abord, il ne fait pas de doute qu'à terme, la voiture automatique sera beaucoup plus sûre que la voiture personnelle qu'on a aujourd'hui, que les voitures mécaniques, si je puis dire. Il ne fait pas de doute que le diagnostic automatique sera beaucoup plus fiable que le diagnostic entièrement humain qu'on a actuellement. Il ne fait pas de doute que l'optimisation de l'énergie, des ressources environnementales et ainsi de suite sera beaucoup plus efficace quand on saura la gérer algorithmiquement que ce qu'on fait actuellement. Mais tout ça, ça demandera la mise en œuvre d'une politique éclairée dans laquelle le public et le privé sauront comprendre leurs intérêts, dans laquelle on aura bien les notions de bien commun et de bonne information. L'étape la plus difficile, à coup sûr, et c'est revenu en creux comme un leitmotiv au cours du rapport, et on a insisté là-dessus dans le rapport, et j'insiste là-dessus dans la présentation, l'étape la plus complexe, ce n'est pas la technologie, c'est l'humain. C'est déterminer comment on va aborder ça, comment mettre les gens en confiance et en même temps en les rassurant, comment décider qui parle à qui. Faire une plateforme de données, toujours, 3 grands enjeux. Un enjeu technique et technologique, et celui-là, il semble énorme au départ, mais vous arrivez toujours à le surmonter. Un enjeu éthique et légal, et celui-là, il demande un débat ouvert, et on arrive aussi à le surmonter quand on met la discussion au bon niveau. Et il y a un troisième enjeu qui est le débat de la gouvernance et de la confiance. Et celui-là, c'est le plus difficile en pratique. Au début, on le sous-estime. Quand on voit en pratique comment ça se passe, on découvre que c'est le plus difficile. Qui décide de qui est en charge du projet? Qui décide de maintenir, qui attribue les droits, et ainsi de suite. Et c'est là qu'il va y avoir l'enjeu majeur et que ça demandera une information éclairée, aussi bien des puissances publiques, du pouvoir, que des citoyens. Et c'est là aussi, ce sera ma dernière phrase, et de dire à la fois, et de le mettre en regard avec le problème avec lequel j'ai commencé, on a vu dans le discours comme certaines des problématiques, on les retrouve sur tous les sujets, aussi bien dans la bombe atomique que dans l'intelligence artificielle. Il y a une différence majeure. Au point de vue développement technique, la bombe atomique, c'était l'affaire de quelques-uns et ça allait rester. Les experts, les ingénieurs.
L'intelligence artificielle, au contraire, c'est l'affaire de tous. Elle se nourrit des utilisateurs, elle se nourrit des sociétés, elle est toujours dans l'interface proche entre le développement et l'usage. Et donc c'est aussi l'affaire de tout le monde. C'est votre affaire à tous, mes chers amis. Je vous remercie.